Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, de la charte de l'environnement de 2004 à l'agenda 2030 des Nations Unies, en passant par le Code de l'éducation et même par des textes de 1977, tout concourt à faire de l'éducation au développement durable une mission essentielle de l'école. Encore faut-il aider les équipes éducatives à passer des intentions à l'action. C'est tout l'objet du livre de Monique Dupuis. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est la journée internationale des casques bleus. On révisera donc les programmes d'histoire dans lesquels on rencontre cette force de paix des Nations Unies. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, récré culturelle, plusieurs idées de sortie pour faire découvrir l'opéra aux enfants. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Candice Anzel et son conseil de famille. Tiens, aujourd'hui, une idée qui devrait plaire à notre invité, acheter seconde main plutôt que neuf. L'économie circulaire, le réemploi, toutes ces choses. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Le livre s'appelle tout simplement « L'éducation au développement durable et à la transition écologique ». Il vient de sortir chez Berger-Levrault. Il dresse un panorama extrêmement complet de l'éducation au développement durable, le DD, en expliquant ses enjeux, ses principes, ses modalités. Monique Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes inspectrice générale honoraire de l'éducation nationale après avoir exercé plein de fonctions dans la grande maison d'éducation nationale, dont celle d'enseignante en sciences de la vie et de la terre. Pour commencer rapidement, essayons de circonscrire le champ, parce que le DD, l'éducation au développement durable, ça recouvre plein de choses. Alors tout à fait. Donc l'éducation au développement durable, en fait, elle vise à former des citoyens qui soient éclairés, qui soient informés, qui soient formés au raisonnement, au débat et qui soient suffisamment outillés finalement d'une façon générale pour pouvoir s'approprier des questions, notamment environnementales, mais pas que, ou en tout cas environnementales dans toute l'ampleur de ce terme, c'est-à-dire ça concerne aussi les dimensions sociales, économiques, culturelles, etc. Et qu'ils puissent s'approprier ces problématiques complexes, qu'ils puissent avoir une idée de l'impact de leur comportement, des choix qu'ils vont faire, pour pouvoir décider en toute connaissance de cause, au-delà des injonctions de tel ou tel bord qui serait tu fais ça c'est bien, tu fais ça c'est mal, c'est tout l'enjeu. J'ai rappelé, il y a eu beaucoup de textes pour soutenir l'introduction, le développement de l'éducation, le développement durable à l'éducation nationale dans les programmes. Vous avez été autrice d'ailleurs d'un certain nombre d'entre eux, mais aussi de rapports. Alors je ne sais pas si vous étiez dans le rapport de 2014 de l'inspection générale qui soulignait la généralisation encore partielle avec de fortes disparités entre établissements, malgré des progrès depuis les années 2000. Est-ce que les choses ont vraiment, 2014 c'était il y a 10 ans, est-ce que les choses ont vraiment changé? Comment, est-ce que ça rentre? Alors, on est parti de très loin, l'éducation à l'environnement est ancienne. Hein. Dans les années 77, il y a eu le premier texte institutionnel. Ouais. Alors, ça concernait essentiellement l'environnement au sens plus restreint du terme et c'était dédié plutôt aux sciences de la vie et de la terre. Mais très vite, évidemment, on ne peut pas dissocier les questions liées à la nature, à l'environnement et tout sans les associer aux questions en dimension humaine, sociale et culturelle, j'insiste, parce qu'on dit toujours le DD, ça a 3 pôles, environnemental, social, économique et culturel. Il y en a 4 en fait. Et donc en fait c'est cette globalité qui s'est peu à peu installée dans les différentes circulaires. Il y en a eu beaucoup depuis 2003 et ce qui est notable c'est qu'à chaque fois les mêmes principes ont été repris et confortés et renforcés. Mais le truc, ça c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant, mais ce qui est compliqué, et on le comprend en vous écoutant, c'est que ça ne renvoie pas à un champ disciplinaire précis. C'est pas que du français, c'est pas que de l'histoire, c'est pas que des sciences économiques et sociales, d'une part. Et d'autre part, et vous l'avez fait aussi en disant il faut que les enfants, les élèves se situent par rapport à tout ça. On parle de compétences et pas seulement de connaissances. Donc en fait, ça colle pas parfaitement avec la façon dont c'est organisé dans les établissements aujourd'hui. Alors je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Ouais. C'est vrai que ça fait partie des éducations transversales. On dit des fois éducation A, moi je préfère transversale, parce que ça traverse la scolarité depuis le cycle 1 jusqu'à la fin des études dans le supérieur, puisque quand j'étais à l'inspection générale, c'était aussi pour l'enseignement supérieur et la recherche. Hein, et donc ça traverse la scolarité, donc ça veut dire qu'il y a un fil conducteur, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ponctuellement, ça doit rester, ça doit reprendre. Ça traverse les enseignements, les différents enseignements, ils sont tous concernés, à plus ou moins de façon importante, mais c'est important de maîtriser son vocabulaire, d'avoir des termes précis, c'est important en maths de connaître les graphiques, de savoir s'y repérer, dans les humanités pareil, enfin bon. Voilà, et pas seulement géographie et SVT qui sont les deux disciplines auxquelles on pense en premier. Ça traverse toutes les thématiques, parce que si on prend par exemple l'agenda 2030
avec les objectifs de développement durable, qui ne sont bien loin que n'être que des thèmes. Hein. Bon, ça, on pourra en reparler, mais c'est peut-être pas l'objet. Mais c'est vraiment des objectifs généraux pour l'ensemble de la planète. Il y a 17 objectifs pour l'ensemble de la planète. Il y en a d'ailleurs un, j'ai oublié, je crois que c'est le 5e, je ne sais plus, autour de l'éducation. C'est le 4e, bon, voilà. Et on est sur des choses générales, mais c'est important. Donc il y a aussi dans les problèmes que vous avez évoqués, je vais revenir, un changement d'échelle. On manipule des échelles territoriales, spatiales, des échelles temporelles qui vont petit à petit être de plus en plus importantes au cours de la scolarité. Et donc cette éducation transversale, elle a aussi la particularité d'avoir deux jambes qui doivent être très solides, un ancrage dans les enseignements et dans tous les enseignements. Alors, évidemment, plus spécifiquement, l'histoire-géographie, les SVT, mais vraiment loin de là, et au lycée l'économie, mais vraiment c'est un ensemble. Si on ne comprend pas le si alors, en français, si on n'a pas bâti ça, les connecteurs logiques, alors on n'est pas capable de raisonner sur les et on apprend aussi à les bâtir en maths. Voilà, tout à fait. Et le deuxième pilier, c'est l'appui sur des projets éducatifs menés par les élèves dans un cadre scolaire avec des partenaires. Voilà. Ouais. Effectivement, ça bouscule un peu l'organisation en champ disciplinaire. Ça bouscule, ça ouvre l'école sur le territoire, puisqu'on travaille avec les familles, les partenaires de l'école, etc. Et puis à partir de questions de la vraie vie, puisque ça permet de s'approprier une question de la vraie vie qui, par définition, est complexe. Mais l'éducation à complexité peut se faire dès la maternelle. J'en parlais hier dans un colloque. Des instituts de maternelle, enfin des professeurs des écoles de maternelle. Ils ont un rôle essentiel, maternelle et CP, parce qu'ils peuvent poser des choses très simples, qui vont être posées tout petit. Et c'est posé pour la vie. En fait, on va sans arrêt, on pourra en parler, parce que je pense que le nœud est là. On le fera peut-être après l'anti-sèche. Voilà. On va sans arrêt quoi? Comme ça on fait un teasing? Pardon? Vous avez dit on va sans arrêt, je vous ai coupé la parole. On va sans arrêt enrichir, autrement dit. C'est ça. Tout petit, on va poser un élément, on va identifier des éléments qui interagissent et puis on enregistre tout ça. Et on va voir comment on fait. Multiplier ça. Parce que c'est vrai qu'à l'école primaire, l'enseignante ou l'enseignante, parce qu'ils sont majoritaires, est seule, donc elle peut à la limite organiser sa pluridisciplinarité toute seule si elle veut. Quand on est dans un collège ou dans un lycée, ça devient un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et si je peux rajouter une chose, l'enjeu c'est la généralisation. Allez, on en parle après. Éducation, développement durable et à la transition écologique, livre qui met un fort accent sur la dimension pédagogique. C'est ce qui en fait un outil extrêmement important du cycle 1 à la terminale et même dans l'enseignement supérieur. On va continuer à le feuilleter après l'anti-sèche. Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Une anti-sèche histoire et géopolitique en cette journée internationale des casques bleus. Ils ont leur journée internationale, les casques bleus. Oui, cette journée a été créée en 2002 par l'Assemblée générale des Nations Unies pour honorer les casques bleus morts pour la cause, c'est-à-dire 3500 personnes quand même. Une journée également pour rendre hommage à ceux et celles qui ont servi et qui continuent de servir l'Organisation des Nations Unies. Les casques bleus ont défini, c'est une force de maintien de la paix. Oui, qui a été créée en 1948, soit 3 ans après l'instauration de l'ONU, qui a donc remplacé la Société des Nations. Et au départ, ce n'était pas une force armée. Sa toute première mission consistait à surveiller la trêve de la guerre arabo-israélienne. Ce n'était que de simples observateurs. Il faut attendre 1956 et la crise du canal de Suez pour qu'elle réalise sa première intervention armée. Voilà. C'est pas, on le dit parfois, c'est l'armée des Nations Unies. C'est pas l'armée des Nations Unies. Non, c'est pas l'armée des Nations Unies. Ce sont principalement des militaires prêtés par les pays membres. Il y a aussi quelques civils œuvrant dans la police et l'administration. Combien de casques bleus sur le terrain actuellement? Il y a une douzaine d'opérations de maintien de la paix dans le monde et 100 000 personnes issues de plus de 120 pays sont sur le terrain actuellement. Avec des missions extrêmement nombreuses. Oui, comme protéger les civils et le personnel de l'ONU, évidemment. Alors c'est ce qu'ils faisaient notamment depuis 1999 en République démocratique du Congo. Mais fin 2023, ils ont commencé à se retirer du pays après un accord avec Kinshasa. Ils peuvent également surveiller une frontière. Actuellement, ils sont 10 000 à quelques kilomètres de la ligne de démarcation entre Israël et le Liban. Ils sont amenés aussi à surveiller et à observer des processus de paix dans les régions sortant d'un conflit, à assurer la sécurité durant les élections ainsi que dans des zones de conflit et à former, à aider les forces militaires nationales. Avec toujours un cadre d'intervention extrêmement précis, extrêmement normé, ce qui fait d'ailleurs débat de manière récurrente. Voilà, alors justement parce que là, bien que les nations arabes aient suggéré mi-mai qu'il faudrait envoyer la force internationale pour régler le conflit actuel entre Israël et le Hamas et déployer des casques bleus dans les territoires palestiniens occupés, le porte-parole de l'ONU a rappelé il faudrait qu'il y ait une paix à maintenir, nous n'intervenons pas dans les combats. Les casques bleus, je cite,
ne font pas d'imposition de la paix, avait expliqué le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, le français Jean-Pierre Lacroix. Jean-Pierre Lacroix qui, je crois, occupe ce poste depuis assez longtemps. Oui, 2017. C'est ça. Et oui, l'année dernière, il assurait que l'ONU avait, je cite, de plus en plus de difficultés à atteindre les objectifs ultimes du maintien de la paix, se déployer, appuyer la mise en œuvre d'un accord de paix et ensuite partir graduellement, du fait, expliquait-il, qu'il n'y avait pas beaucoup d'unité entre les États membres, une unité essentielle pour qu'ils puissent peser sur la mise en œuvre d'accords de paix et de processus politiques. D'une force qui est une force essentiellement masculine ou il y a un petit peu de féminisation? Alors, il y a quelques petits efforts. Bon, il y a alors, quelques chiffres. En 2021, les femmes ne représentaient que 19% des personnes impliquées dans les processus de paix dirigés et co-dirigés par l'ONU. En mars 2020, 30% du personnel civil mobilisé dans les opérations de maintien de la paix était féminin. 8 femmes occupent actuellement les fonctions de chef et de chef adjointe des opérations de paix. L'objectif pour 2028 est de 15% pour les femmes servant dans les contingents militaires et de 25% pour les observateurs militaires et les officiers d'état-major. Merci beaucoup pour ce zoom sur les casques bleus qui avaient reçu le prix de Nobel de la paix. Tout à fait. En 1988, c'est ça? C'est ça. 88, et donc c'est aujourd'hui la journée internationale. On se retrouve pour la récré tout à l'heure? On va chanter, on va aller à l'opéra. Grand oral. Notre éducation doit se repenser pour construire une société capable de résilience face au dérèglement climatique, écrivait en 2022 dans Le Monde la psychologue de l'éducation nationale Delphine Riccio. C'est l'objectif de l'éducation au développement durable et à la transition écologique à laquelle Monique Dupuis consacre un ouvrage à la fois très sérieux, très référencé. Je vous ai coupé la parole comme ça avant l'anti-sèche. L'enjeu, c'est la généralisation. Donc, en fait, ce que vous allez nous dire, c'est que depuis 20 ans, un tas de graines ont été posées. Moi, je me souviens aussi d'un rapport, je cite de mémoire, où vous disiez de manière assez récurrente, finalement, ça fonctionne à raison d'un ou une enseignante hyper motivée qui fait bouger les choses en servicement. Ce qu'on a du mal à faire, c'est embarquer tout le monde. Donc, en fait, on en est toujours là ? C'est ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi, hein, vous l'avez rappelé. Et donc l'enjeu, c'est vraiment, il se passe des choses formidables sur le terrain. Et il y a beaucoup de petites graines qui ont été semées. Il y a une dynamique qu'on voit ressortir au forum annuel, au FORED, hein, le Forum de l'éducation et développement durable, qui existe depuis 15 ans, qui réunit partenaires de l'école. Il y a vraiment une dynamique très forte qui s'est structurée de plus en plus, qui s'est renforcée. Et en fait, il y a une évolution des textes institutionnels qui fait que maintenant, il y a un peu le creuset pour tout. Il faut un portage, effectivement, important. Mais il y a vraiment des choses superbes. Le problème, c'est qu'effectivement, pour le moment, la généralisation, on n'y est pas encore. En tout cas, à l'image de ce qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire, parce que si ça traverse la scolarité, ça veut dire qu'il faut penser une progressivité des apprentissages. Et justement, viennent d'être établis cette année des repères de fin de cycle. L'idée, c'est pas année par année. Les itinéraires des enfants, ils peuvent être variés. C'est de dire, bon ben voilà, en fin d'école ou en fin de tel cycle, ce serait bien qu'il y ait ça et ça de maîtriser. Articulé, et donc il y a une production des GESCO Direction générale de l'enseignement scolaire. Voilà, et donc en fait, moi j'ai participé à différents groupes et l'idée c'était de mettre tout ça en cohérence. C'est-à-dire, j'avais été chargée par le ministre, il y avait une mission pour identifier 4 grands domaines de compétences dans ce registre-là, à l'image du Green Comp. Il y a aussi le travail. Dites-en un mot du Green Comp, j'allais vous interroger dessus justement. Quoi ça, c'est un guide de l'UNESCO, c'est ça? C'est de l'Europe. De l'Europe, pardon. Ah oui, il y a aussi un guide de l'UNESCO, autant pour moi. Alors, pour l'UNESCO, c'est le guide des objectifs d'apprentissage des ODD. Et les Green Comp, c'est un document européen. Voilà. Cadre de référence, c'est ça. Et le problème... Ça apporte quoi, ces documents-là? Ça apporte... Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que je baigne là-dedans depuis 40 ans, avec mes élèves, c'était les meilleurs moments, mais après, en tant qu'inspecteur ou inspecteur général, ça apporte de structurer un peu les choses, parce que l'EDD, sinon, on peut mettre tout. N'importe quoi, tout est dans tout, il y a tous les thèmes. On évoquait les casques bleus, un des ODD est lié à l'égalité filles-garçons, l'autre est lié autour de la paix. Voilà. Et en même temps, c'est pas un fourre-tout, et donc c'est ce fait que l'EDD regroupe tout ça, ça peut permettre de donner une cohérence dans les enseignements. Mais Monique Dupuis, dans un monde idéal, je comprends bien qu'il faudrait que dans tous les enseignements, les enseignantes et les enseignants aient cela à l'esprit, qu'ils en prennent un bout, qu'ils se parlent entre eux, voilà. Mais
pardon, c'est une question idiote, mais est-ce que de manière hyper pragmatique, il ne faut pas se dire, bon, bah, finalement, dans un système tel qu'il est aujourd'hui, on a un cours d'histoire géo, truc de machin, il faudra un cours de DD, et puis ça marcherait l'éducation des et ça marcherait mieux comme ça. Je trouve ça triste. Ça se discute depuis très longtemps. Faut-il un enseignement de DD? C'est pas l'esprit. Le problème, c'est qu'après, on renferme ça dans un silo. Ça, voilà. Or, l'intérêt, et ça rejoint l'éducation à la santé, à la sexualité, c'est les mêmes problématiques, à l'alimentation, aux médias, à l'information, etc. C'est cette transversalité qui fait sa richesse. On touche les programmes, chaque enseignant dans son programme sait construire ses compétences, ses savoirs. La seule chose qu'il faut, c'est, par exemple, à l'occasion d'un projet, de proposer aux élèves de travailler sur une vraie situation complexe et de se rendre compte, en affinant leurs questions, qu'ils vont avoir telle question qui s'adresse aux humanités, telle autre à la science, que ça ne se formule pas pareil, et qui vont aller puiser les savoirs ou interroger les savoirs. Alors, c'est cette mise en cohérence qui est souvent faite via justement les projets collaboratifs qui amènent à travailler ensemble. Alors vous allez me dire la question du temps, quand est-ce qu'on travaille ensemble et tout. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Alors moi je ne vais pas forcément vous le dire, mais c'est ce que vont vous dire les professeurs, notamment les professeurs du secondaire, écraser d'heures supplémentaires et pour lesquels tout ce qui est les temps de concertation n'est pas pris dans la façon dont on compte le temps de travail d'enseignant. Je sais bien. Donc moi je ne vous le dis pas, mais eux ils vont vous le dire. Vous savez, ils me le disent depuis, ça fait quelques années, allez, on va pas 12 ans donner. que je suis inspection générale et avant 8 ans d'inspection pédagogique. Puis je les comprends. Mais la question, c'est aussi de se faire confiance à soi et mettre en évidence ce qu'on fait qui concourt à minima. Oui, c'est quand on le fait de dire je viens de le faire, quoi. Oui, et de dire, vous voyez, on a bâti telle notion, mais il n'y a pas que les savoirs, il y a toute la méthodologie de raisonnement. Et elle est aussi importante que les savoirs. Il ne suffit pas d'un quiz pour savoir si on est bon en EDD. Il faut savoir c'est pas ça le but du jeu. Et c'est pas comme ça qu'on devient un citoyen avec de l'esprit critique. Mais donc, si dans chaque discipline, on dit, voyez, là, ça sert à comprendre ça, on a fait un énorme bond en avant. Une consultation en ligne organisée fin 2019 par le Conseil national d'évaluation du système scolaire auprès de 2500 élèves et 7000 enseignants avait montré un fort intérêt pour les enjeux environnementaux, mais aussi un sentiment d'une prise en compte insuffisante dans les enseignements et la vie des établissements. On va en parler de la vie des établissements. Et puis si tout le monde lit le livre de Monique Dupuis, gageons que ça va changer. On la retrouve après la récré. Cécile, petite récré musicale, on parle d'opéra et de jeunes, voire de très jeunes spectateurs. On sait que c'est un enjeu considérable pour l'opéra et la musique classique en général d'ailleurs, que de renouveler ses publics. Oui, l'Opéra Bastille à Paris propose un spectacle pour les maternelles, voire pour les enfants dès 1 an, j'ai envie de dire presque in utero. Oui, si vous êtes enceinte, vous pouvez y aller, quoi. Ça s'appelle Le Nez qui coule. C'est un opéra en 5 actes qui dure 35 minutes et au cours duquel on retrouve du Gershwin, du Purcell, du Offenbach, du Handel. Bref, une initiation aux grands airs d'opéra pour les plus jeunes oreilles. Ça parle de quoi, Le Nez qui coule? Alors, l'histoire, c'est une adaptation du livre de Nicolas Gogol qui s'appelle Le Nez. 2 chanteurs musiciens et un vidéaste guitariste s'amusent par le canon des airs d'opéra autour d'une personne qui a perdu son nez. Un chemin à travers le visage qui appelle les 5 sens à exprimer la vue, l'odorat, le goût et le toucher. La conception et la mise en scène est signée de la chanteuse lyrique Hélène Braque. Attention, il n'y a que 8 représentations et donc ça se termine ce samedi-là. Waouh! Et en plus, c'est quand même plutôt pour les Parisiens ou les Franciliens, mais je crois qu'il y en a pour ailleurs. Oui, il y en a à Lyon en ce moment, on se vendredi. Génial. Et ce samedi se joue au Théâtre Thérault Argence à Saint-Priest, donc près de Lyon, l'opéra Brundibar, écrit par Adolphe Hofmeister. Et vous avez l'air de connaître. Bah oui, Brundibar, un grand classique. Voilà. Et le compositeur tchèque-allemand Hans Krasa en 1938, c'est un peu un conte fantastique dans lequel des enfants s'unissent à des animaux. Et puis quand même, coup de chapeau à toutes ces maisons d'opéra qui, dans toute la France, tout au long de l'année, ont de très belles opérations pédagogiques. Oui, il y en a beaucoup. Alors, je pense notamment à l'Opéra de Lorraine à Nancy qui propose le mercredi des ateliers autour d'une œuvre. Alors par exemple, aujourd'hui, c'est consacré au Capulet et les Montaigu de Bellini. Il y a aussi mon premier festival d'opéra qui a lieu à Paris tous les ans, à peu près en avril, ou encore l'initiative Tous à l'Opéra qui a lieu un peu partout en France avec des animations gratuites et accessibles à tous. La dernière édition, la 17e, a eu lieu le premier week-end de mai. Et petite question subsidiaire pour agrémenter tout ça, est-ce que vous savez quel est l'opéra le plus joué au monde? Oui. C'est Carmen. On avait fait une émission autour d'un Carmen fait par des élèves dans les Hauts-de-Seine, si mes souvenirs sont bons, l'année dernière. Alors, quand il est joué la première fois en 1875, ça provoque un scandale. Et 6 mois plus tard, son compositeur Georges Bizet meurt sans savoir que son œuvre deviendra l'un des plus grands succès de l'histoire. Et voilà, encore l'amour est enfant de Bohème, c'est bien connu. Qui n'a jamais connu de loi. Mais oui, merci Cécile. La prochaine fois, vous nous le chantez. Le Nez qui coule, c'est à l'Opéra Bastille à Paris. Brundibar au théâtre Saint-Priest, près de Lyon. Et ben voilà, foncez, allez-y. Merci beaucoup. Cantoral, Monique Dupuis.
Monique Dupuis, avec qui on parle aujourd'hui de l'éducation au développement durable et à la transition écologique. C'est son livre, il vient de sortir chez Berger-Levrault, un ouvrage qui couvre à la fois les aspects institutionnels, pédagogiques, aussi la gouvernance, c'est-à-dire la façon dont les établissements et l'éducation nationale même sont gérés. Autant dire qu'il est extrêmement complet. Vous évoquez notamment l'implication des élèves à travers cette fameuse fonction d'éco-délégué, des missions qui ont été rendues obligatoires en 2020. Peut-être d'un mot, on rappelle les missions et puis surtout, est-ce qu'on est content de l'effet de ces éco-délégués? Oui, alors juste un tout petit retour en arrière. Ce qu'on vise, c'est beaucoup la construction de compétences. Oui. Et une compétence, c'est vraiment être capable de mobiliser ce que l'on a comme acquis en termes de savoir, de savoir-faire, d'attitude au service d'une situation nouvelle. Et ça, je trouve que c'est important par rapport à la question d'avant. Alors, c'est aussi une incitation à l'engagement et un apprentissage de l'engagement, parce que l'engagement, ça s'apprend, ça se décrète pas. Hein. Et c'est assez violent pour des élèves. Donc, en fait, effectivement, maintenant, depuis 3 ans, il y a l'élection des éco-délégués dans chaque classe de collège, de lycée, obligatoire, fortement conseillé en CM1, CM2 et d'ailleurs de plus en plus répandu. Donc ce sont des élèves qui vont s'engager, qui vont avoir pour mission un petit peu d'être à la fois des faire-valoir de ce qui se fait dans leur établissement et puis aussi des incitateurs et des fédérateurs avec les autres. En sachant que vous y tenez, c'est pas seulement les éco-gestes, le rôle des éco-délégués, loin s'en faut. Voilà. Tout l'enjeu de l'éducation, c'est de passer des éco-gestes à une compréhension de ces éco-gestes, pourquoi on le fait. Autrement dit, de passer d'un registre au cours de la scolarité du c'est bien, c'est mal, du registre du bien et du mal, je le fais parce que c'est bien, je le fais parce que c'est mal, on me dit de le faire, je le fais parce que je sais ce que ça va faire, et je suis conscient des impacts, je suis informée, et du coup, c'est toujours des éco-gestes, mais ils sont complètement assumés. Et ça, c'est tout l'enjeu. Et pour les élèves éco-délégués, c'est un peu de découvrir ça aussi, parce que ça peut être violent, l'apprentissage de l'engagement. Hein. C'est-à-dire qu'en général, ils viennent parce qu'ils sont convaincus, ils ont envie de faire quelque chose. Ils se heurtent aussi à la masse de leurs camarades, la démocratie est compliquée. À plein de choses. Par contre, ils travaillent aussi, du coup, avec les adultes de l'établissement, qui ne sont pas que les enseignants, le personnel de direction ou de vie scolaire. C'est aussi avec les parents, avec les partenaires de l'école, avec le cuisinier, avec l'agent d'entretien. Et là, on voit bien, et on croise à la fois la notion de compétence sur laquelle vous insistiez il y a quelques instants, le caractère systémique de tout ça, le passage à l'acte, donc tout ça est extrêmement important, mais il n'y a pas de bonne note ou de mauvaise note, donc ça n'a pas un statut... Oui, c'est un petit peu le problème. Ça peut être des arbitrages pour certains élèves, quand même, si on dit les choses honnêtement, notamment arrivés au lycée. Tout l'enjeu, c'est d'en faire quelque chose qui soit reconnu et valorisé. Il faudrait une case, j'ai été éco-délégué dans Parcoursup. Non, il faudrait une case, j'ai fait un engagement, parce qu'il n'y a pas que les éco-délégués, il y a des ambassadeurs santé, etc. Et ça nécessite là aussi de les mettre en relation, parce que c'est un peu dommage si l'éco-délégué ne va pas parler à l'ambassadeur santé, etc. Donc il y a un enjeu, c'est ce qu'on évoquait, hein, aussi bien dans le rapport de l'inspection générale que récent là, de l'année dernière, enfin d'il y a 2 ans, que là ou dans le rapport Jouzel pour le supérieur. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu à passer d'une logique cumulative à une logique intégrative, c'est-à-dire à se dire, quand je travaille ça, je travaille des compétences, peut-être sur la santé, peut-être sur l'environnement, mais ça au service aussi de tous ces engagements et de toutes ces éducations transversales. Monique Dupuis, est-ce que les enseignants sont assez formés ? C'est la question de la formation. Je ne vais pas me lancer dans un débat sur la formation. D'abord, c'est pas mon rôle. Voilà. Je pense qu'il y a un très gros enjeu de formation dont beaucoup s'emparent actuellement et qu'il y a plein de façons. Je pense qu'il faut un peu aussi peut-être relativiser. On veut souvent trop bien faire, tout faire, et dans des registres comme le DD, tout faire, c'est pas possible. Ça couvre tous les champs. Oui, c'est ce qu'on a vu. Et je pense qu'il faut arriver à être suffisamment formé pour pouvoir être fier de ce qu'on fait et dire, voilà, moi j'ai apporté ma petite brique, mais j'y contribue, elle est importante pour l'élève. Et dernière chose, reconnaître les compétences des élèves, au lieu de dire, il s'est bien engagé dans un projet, dire, par exemple, il a des compétences de communication, etc. Et ça va. Tout ce qui est évaluation par compétences, qui existe, hein, mais qui n'est pas encore hyper développé, ça va avec les carnets, je ne sais plus comment ça s'appelait, à un moment donné, on devait pouvoir, peut-être peut-on toujours d'ailleurs, noter toutes les expériences d'engagement qu'on a eues et le faire valoir le jour venu dans Parcoursup ou autre. Parce que quand on est dans la vraie vie, qu'on cherche un métier ou qu'on veut s'orienter, et d'ailleurs il y a un outil très intéressant fait par l'ONICEP là-dessus, qui s'appelle JobDD, et qui repose aussi sur se connaître et connaître ses différentes compétences. Ça fait partie de ce qu'on est. Hein. Vous restez avec nous, on va pousser les portes de la salle où se déroule le conseil de famille de la quotidienne de School TV une fois par semaine avec Candy Sansel. Et vous allez voir, on va parler réemploi, économie circulaire. On n'est pas tout à fait loin de votre sujet. Cécile, merci beaucoup, bon opéra. Conseil de famille.
Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel. Candice, bonjour. Bonjour. On parle parentalité avec vous et aujourd'hui on va parler des moments où il faut équiper, habiller, divertir les enfants. Et là, le marché de la seconde main peut être un allié précieux pour les parents. Il est essentiel donc de savoir quels articles acheter d'occasion, lesquels préférer neufs malgré tout, surtout si ça dure longtemps, et comment s'y prendre pour faire quelques bonnes affaires. Entre les pantalons qui deviennent des shorts, les jouets qui sont abandonnés au bout de 2 mois et les mangas dévorés en moins d'1 heure, forcément à ce rythme-là, votre PEL, il est craqué. Ouais, et la planète aussi. Et la planète également. Alors il existe heureusement une alternative, le marché de la seconde main. Alors c'est vrai qu'acheter d'occasion présente plusieurs avantages déjà. Ça permet de réaliser, donc comme on l'a dit, d'importantes économies, ce qui est un aspect non négligeable compte tenu de la rapidité avec laquelle les enfants grandissent et évoluent. Et donc, comme on le disait, c'est évidemment un geste pour la planète. C'est bénéfique puisque moins de production de biens consommés neufs signifie donc moins de ressources consommées et donc forcément moins de déchets. Et en plus de ça, ça permet aussi d'encourager vos enfants à adopter des valeurs de consommation responsables parce que souvenez-vous, vos enfants vous modélisent, donc montrez l'exemple. Et oui, ils nous imitent. Est-ce que les parents, alors, ils sont justement plus nombreux à acheter en seconde main et qu'est-ce qu'ils achètent le plus? Alors selon un sondage réalisé pour la marque Bibs en partenariat avec l'Institut Paul & Roll, eh bien ils sont 84% à ne pas hésiter à acheter des produits de seconde main. Mais ce sont les foyers avec des enfants qui ont moins de 10 ans qui en sont les plus consommateurs. Forcément, c'est pas très étonnant vu que ce sont ceux qui utilisent le plus la durabilité en fait des accessoires est très très limitée chez les jeunes enfants. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont 68% à choisir la seconde main pour des raisons de budget, facteur qui surpasse de loin l'envie de consommer plus responsable qui, elle, ne représente que 28%. Bon, mais le résultat est là. Il y a des produits plus susceptibles que d'autres à être concernés? Oui, dans l'ordre, les livres et les jouets qui correspondent à 84% des achats, les vêtements pour 73%, les objets importants de puériculture tels que les poussettes, les landaux pour 49% et 21% achètent quand même des petits accessoires type biberon, tétine ou babyphone. Bon, on peut tout acheter en seconde main par définition, mais est-ce que de temps en temps, il ne faut quand même pas acheter du neuf parce que finalement, ça dure plus longtemps et ça pollue moins? Alors, il y a ça, et puis il y a plusieurs choses qu'il vaut mieux acheter neuf. Par exemple, c'est le cas des biberons et des tétines, afin de réduire les risques de contamination bactérienne et puis de dégradation du matériau. Et pareil, pour des raisons d'hygiène, également, il vaut mieux acheter les sous-vêtements, les maillots de bain neufs. Alors, pour les matelas également, il est préférable d'assurer quand même un environnement sain à nos enfants et d'éviter les risques liés aux acariens et aux moisissures. Il n'y a pas d'hygiène quand même, non? Mais non, il n'y a pas d'hygiène. On peut laver de temps en temps. Exactement, il y a aussi la sécurité. Par exemple, la sécurité des sièges auto, elle peut être compromise en fait par un accident qui a eu lieu, un accident antérieur ou par l'usure. Et certains modèles peuvent être désuets et ne plus répondre aujourd'hui aux normes actuelles de sécurité. Donc il faut faire très attention. Alors les chaussures, c'est un sujet. Parce qu'en réalité, même si c'est super d'acheter des chaussures d'occasion, le problème c'est qu'il est conseillé d'acheter des chaussures du quotidien, donc celles avec lesquelles on va marcher tous les jours, neuves, pour éviter les problèmes de posture ou de développement du pied. Car en réalité, ces chaussures, elles se façonnent complètement selon le pied du premier utilisateur. En revanche, si c'est pour des chaussures occasionnelles, pourquoi pas? Est-ce que vous avez des conseils pour acheter, bien acheter, réussir des bonnes affaires? Alors, moi, personnellement, j'achète beaucoup de jeux vidéo, vêtements et livres sur les plateformes réputées fiables, spécialisées dans la vente de produits de seconde main. On en cite quelques-unes? On en cite quelques-unes, eBay, Le Bon Coin, Vinted, Facebook Marketplace, par exemple, parce qu'elles disposent de systèmes pour évaluer les vendeurs. Et alors, ça, c'est quelque chose auquel je fais extrêmement attention. Je n'achète jamais s'il n'y a pas d'avis ou de recommandation du vendeur. Autre chose, moi, j'achète la plupart du temps des produits neufs ou en très bon état, ce qui me permet de faire évidemment de très grosses économies parce que mes enfants veulent des choses qui sont à la mode. Et bien oui, ils sont victimes de la mode. Le truc, c'est quoi? On regarde bien la photo? Oui, on regarde toutes les photos, on contacte effectivement les vendeurs au moindre doute, on choisit des méthodes de paiement qui offrent une vraie protection parce qu'en cas de problème, il y a des arnaques. Donc, surtout, vous refusez catégoriquement les transferts d'argent qui ne sont pas traçables ou réversibles. Et enfin, une fois récupéré votre article, vous le nettoyez, vous le désinfectez. Tout, on nettoie, on les affecte. Exactement. Voilà. Bon shopping à tous. Merci beaucoup, Candice. Monique Dupuis, c'est une façon souriante d'aborder les questions de protection de la planète et également de sobriété économique. Ça, c'est une des clés de l'éducation au développement durable aussi. C'est un remède à l'éco-anxiété, non? De faire des choses.
Je pense que c'est au cœur de l'éducation au développement durable, c'est que les élèves soient actifs, c'est que les enfants soient actifs à la fois dans leur vie personnelle hors école et à l'école. Et effectivement, c'est un bon moyen de lutter contre l'éco-anxiété parce que on a le sentiment, on ressent l'utilité que l'on peut avoir, la participation même minime, mais de prendre conscience qu'une goutte plus une goutte plus une goutte, ça fait beaucoup. Ça, c'est très important à une époque où ça peut être aussi, on peut vous dire, c'est rien, il y en a beaucoup qui disent j'abandonne parce que ce que je fais, c'est pas grand-chose. Et l'éco-anxiété, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais elle existe, mais en fait, c'est par l'instruction, par la formation. On peut lutter contre. C'est le meilleur médicament. Voilà. Allez, et puis en lisant, en première main, vous ne me faites pas le coup de l'acheter à l'occasion, hein. L'éducation au développement durable et à la transition écologique, c'est chez Berger-Levrault, signé Monique Dupuis. Merci beaucoup Monique, je précise qu'il y a plein évidemment de pistes, d'outils qu'on peut utiliser dans le bouquin, notamment un kit de simulation de négociation climatique développé par l'Agence française de développement qui m'a trouvé assez amusant et que vous recommandez. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à Candice, à Laure Audemont pour le maquillage, à Marine Plantec et à Pénélope D pour la préparation de l'émission et qui sont en régie aujourd'hui et on les en remercie également avec Héloïse Merlin au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur Scroll TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.